Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes revenus avec, toujours dans le processus de continuer notre série de vidéos sur l'histoire du Sénégal entre guillemets, mais nous allons expliquer, démontrer de manière très large l'histoire de l'Afrique de manière générale, mais aussi surtout aussi l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Depuis le début, nous avons expliqué que l'Afrique est bel et bien le berceau de l'humanité et nous l'avons démontré avec des preuves tangibles scientifiques. Aussi que l'Afrique est aussi la mère des civilisations et surtout que l'Égypte est une seule partie de l'Afrique que tout le monde essaie de s'accaparer sa civilisation, qui était bel et bien une civilisation africaine. Et nous allons continuer de démontrer ici dans cette série, dans, dans cette vidéo, comme nous l'avions déjà dit, parce que ce qui est plus important aujourd'hui, c'est de comprendre qui étaient les fondateurs de l'Égypte antique. Donc, posons-nous la question, comment les historiens appellent-ils ce peuple éthiopien qui a conquis la vallée du Nil? Et donc, beaucoup d'historiens ont amené des sources, ont aussi expliqué cette civilisation et leurs fondateurs. Et donc, nous allons dire que ce peuple s'appelait les Anu. Il y a des historiens qui les appellent les Anu, d'autres les Anu, A-N-U. Mais avec moi, retenez les peuples Anu, qui sont les véritables fondateurs de la civilisation égyptienne. Émile Amélinon fut l'un des premiers chercheurs à révéler cela au XIXe siècle, dans son ouvrage intitulé Les Prolégénomènes. Dans cet ouvrage, il dit à la page 173, il dit que la population noire et rouge qui peuplait jadis la Nubie à l'époque où les conquérants de race blanche vinrent se fixer dans la vallée du Nil, s'appelait, si nous en croyons, les Égyptiens, qui leur ont donné ce nom, les Anu de Nubie. Donc il dit qu'avant les conquérants blancs, c'est-à-dire les Sémites, les premiers habitants, les fondateurs de cette véritable civilisation, donc s'appelaient les Anu. Il dit que les Égyptiens les appelaient son nom, les Anu de Nubie. Donc c'est bel et bien les Nubiens qui ont fondé et qui ont construit la civilisation de l'Égypte antique. Il précise aussi que pour s'établir dans leur conquête, les étrangers durent posséder les occupants. Et comme les Anu, si l'on en juge par les monuments et les textes que je vais citer, occupaient la vallée du Nil, d'Assouan à Wadi, Alpha, tout au moins, on les appelle les Anu de Nubie. Ces peuples-là ont été placés par l'un des derniers égyptologues qui se soit occupé d'elle dans l'Égypte proprement dite et surtout dans la base Égypte, jusque dans la péninsule sinaïque. Le nom de ce peuple s'écrit. Vous voyez ici le nom Anu en égyptien. On le détermine le plus souvent par un homme qui a les mains liées derrière le dos, comme vous le voyez ici. Donc, Émile Amélineau démontre que l'Égypte était fondée par les Anu, et les Anu c'était une peuple qui vient de la Nubie, c'est-à-dire de l'Éthiopie, comme nous le disons aujourd'hui. Et donc, ce peuple a été dépossédé de ce territoire par les conquérants blancs. Et donc, ces conquérants blancs, c'est les ancêtres des Égyptiens que nous connaissons aujourd'hui. Mais avant eux, ce sont bel et bien les Anu qui avaient construit, qui avaient fondé cette civilisation brillante dite égyptienne. Donc, dans son article Population primitive de l'Égypte de Edouard Naville, publié dans Percé, nous donne un peu plus de détails. Par exemple, il dit ici que depuis longtemps, on admet que ce n'est pas une race caucasique qui a pu peupler la vallée du Nil. Dans l'état antérieur à l'histoire,
Aujourd'hui, l'origine asiatique des Égyptiens est généralement abandonnée. À l'époque paléolithique, l'Égypte était déjà peuplée. Les vestiges de ce temps sont pauvres. Par contre, on a découvert un nombre considérable de cimetières néolithiques. On admet que la race préhistorique, qui vaut mieux appeler péridynastique, aurait coexisté avec les dynasties historiques. Mouchenaville est d'avis, comme d'autres savants égyptologues, que la population primitive est d'origine africaine. Donc, donc il explique aussi ici à la page 40, il dit que la population primitive à nous est purement africaine. C'est le sud qui a conquis le nord et c'est du sud que la civilisation descendant le Nil. Donc, on ne voit pas ici de différence avec ce qu'avait dit Platon et ce qu'avait dit aussi Hérodote dans les premières vidéos que nous avons fait sur cette série. A atteint la moyenne et la basse Égypte. Dès le temps les plus reculés, le souverain est toujours désigné dans les inscriptions hiéroglyphiques sous le titre de roi du sud et du nord, jamais l'inverse. Pourquoi? C'est que le pays des conquérants devait être cité avant celui du peuple conquis. Donc, qui sont ces conquérants? Mais retenez ici que le mot conquérant, c'est typiquement occidental. Mais qui sont ce peuple fondateur de cette partie? Donc, c'est bien les Hanous. Donc, ce sont les Sudois, c'est-à-dire les Nubiens qui ont conquis, qui ont découvert l'Égypte et qui sont les premiers habitants, les premiers civilisateurs de cette partie de l'Afrique, qui est la basse Égypte. Et tout cela aussi a été bien confirmé par Jean-Philippe Omotunde Kalala. Il a dit dans son ouvrage intitulé L'origine négro-africaine du savoir grec, il a dit à la page 30-31, il a dit ici, en fait, depuis les fouilles réalisées par le chercheur Amélino à Abydos, on sait précisément que le peuple africain qui a conquis la vallée du Nil s'appelle les Hanous. Donc, comme vous le voyez ici, dans ces fouilles d'Abydos, Amélino constate que les principales villes égyptiennes, Héliopolis, Esneh, Ernannt, Our, portent dans leur inscription l'insigne des Hanous. Donc, il a donné ici beaucoup de détails. C'est un extrait du livre de Émile Amélino intitulé Les fouilles d'Abydos. Il a aussi précisé cela toujours Omotunde dans son ouvrage intitulé Manuel d'étude des humanités classiques africaines. Dans le volume O, il a dit ceci. Il a dit que c'est suite de nombreuses fouilles archéologiques menées en Libye pour percer le mystère de l'origine ethnique des habitants de l'Égypte ancienne que les chercheurs ont retrouvé la trace des Hanous. Il dit ici, pour les Égyptiens de l'Antiquité, les Hanous sont leurs ancêtres glorieux. Et ils ont raison car on tient compte des dates d'apparition d'un certain nombre d'invasions faites sur le sol africain avant l'avènement du roi Narmer, fondateur de la civilisation égypto-nubienne. Invasions telles que l'écriture, la royauté, l'architecture, les mathématiques, la spiritualité, la sculpture, la peinture, la navigation, l'astronomie, la médecine, etc. est clair que l'humanité doit sa première civilisation au génie intellectuel du peuple Hannou. Les premières villes construites en Égypte comportent dans leur appellation justement ce pilier. C'est en quelque sorte la signature des Hannou. C'est cette découverte qui a renforcé la conviction de chercheurs tels que le français Émile Amélino ou l'anglais Flaine Petrie. Vous voyez ici le nom que je vous disais tout à l'heure, ou Aounou.
dite aussi Héliopolis. Donc la ville, ça aussi c'est une information très intéressante. La ville d'Anoui fondée par les Anou appelés Héliopolis, soit la cité du soleil. Donc Héliopolis signifie en grec la cité du soleil, par les Grecs. Donc par leur sagesse, par leur niveau d'enseignement, par leur niveau d'études philosophiques, etc. Donc c'est la ville de la lumière. Donc fut le plus haut lieu de théologie et de savoir dans l'Antiquité, où il fait partie du 18e, du 8e, 13e, autant pour moi, c'est pas, etc., etc. Donc, Omotunde précise ici que les Hanous, ce sont les premiers fondateurs, il le confirme, de l'Égypte antique. Et il y a des preuves qui le démontrent. Et il a cité tout à l'heure Émile Amélinon, qui affirme, qui explique que les Hanous, donc dites Héliopolis, donc ce peuple s'appelait Hanou, mais la ville aussi s'appelait Hanou. Donc j'espère que je suis clair. Ce sont ce même nom qu'a donné Émile Amélinon dans son ouvrage à la page 174. Comme vous le voyez ici, Héliopolis qui est Hanou. 73 d'abord, 173. On le, on le rencontre en descendant le Nil, d'abord chez les Hanou de Nubie. Donc vous voyez ici, apparemment il n'y a pas trop de différence avec ce qu'on avait vu tout à l'heure sur celle de Omotunne. Puis chez les Hanou d'Égypte qui ne sont pas nommément désignés dans les textes égyptiens, mais dont on peut suivre la trace dans la vallée du Nil par les villes qu'ils ont habitées et qui, selon la coutume africaine, étaient nommées par le nom de leurs habitants et du chef de leurs habitants. Ce chef est ici le dieu. Donc vous le voyez ici, il décortique le nom Aounou. Signe fait aussi comme ça. Et les villes des Hanou, par ordre géographique, sont d'abord la ville d'Esné, comme vous le voyez ici, d'Esné, puis la ville On, donc On, d'où vient Hanou, Aoun, du sud. Aujourd'hui, Hermopolis, mais primitivement, comme vous le voyez ici, Hanou. Donc, il n'y a pas de différence avec ce nom. Donc, la ville de Dendera, une ville appelée On, du nom de Tunis, du nom de Tunis. Donc, vous voyez ici encore. Et en fait, la ville nommée On du Nord. Donc, cela veut dire qu'il y avait deux villes qui s'appelaient Hanou. Il y avait On du Sud et On du Nord. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Donc, On du Nord. Donc, vous voyez, une ville appelée On du nom de Tunis, qui est au sud, et ensuite la ville nommée On du Nord, la plus célèbre et la plus populeuse, celle qui est aujourd'hui connue sous le nom de Héliopolis. Héliopolis, connu en Égypte ancienne sous le nom de Aoun ou Anou, était un centre religieux majeur dédié au culte solaire. Selon la cosmogonie héliopolitaine, le dieu Atum est apparu sur le monticule primordial Ben surgissant des eaux du Nun, l'océan primordial. Atum a ensuite engendré les premières divinités formant l'Énéade, un groupe de 9 dieux à l'origine de la création du monde. Nous allons revenir largement. Osiris est considéré pour certains le dieu le plus puissant de l'Égypte antique. Il se trouve qu'Osiris appartenait à la tribu des Hanou ou Anui. Donc certains disent que c'est Osiris qui était le chef des Anui pendant la migration vers l'Égypte du Nord ou bien la basse Égypte pour fonder l'Héliopolis.
Comme l'a dit toujours Amélino, à la page 176-177, il dit qu'une preuve que ce peuple des Anou est bien d'origine africaine, c'est que leur dieu An a été identifié avec Osiris. Donc, leur dirigeant, leur chef, qui s'appelait An, c'était bien Osiris. Et sa femme Annette avec Isis. Donc Isis s'appelait Annette. Comme je l'ai dit plus haut, jusqu'ici on n'a pas retrouvé trace que je sache de cette identification chez les peuples d'origine sémitique. Donc, la preuve qu'il a trouvée coïncidant avec les identifications de ce peuple, c'est bel et bien le peuple africain et pas le peuple d'origine sémitique. J'espère que ça, c'est très clair. Dans l'histoire générale de l'Afrique, à la tome 2, chapitre 1, origine des anciens Égyptiens, Cheikh Anta Diop a non seulement confirmé cette thèse de Amélino, mais il reprend que les principales villes égyptiennes portent dans leur inscription l'insigne des Anui. Donc à la page 47. Vous voyez d'abord comment on présente ce peuple, le peuple Anui. Donc figure porte historique du seigneur Terra-Neter, appartenant à la race nègre des Anou, qui furent les premiers habitants de l'Égypte. Donc ici, c'est dans le livre de Cheikh Anta Diop, Entité des civilisations nègres. Donc il dit ici, comme vous le voyez, Amélino donne dans l'ordre géographique les villes fortifiées bâties dans toute la vallée du Nil par les Noirs Anou, donc par les fondateurs de la civilisation égyptienne, car les premières fabrications, la première modernisation qui a été faite dans cette ville était faite par les Anui. Et la trace, les preuves, c'est que leur constitution, les villes s'appelaient, se déterminaient par le nom Anou. Comme vous la voyez ici, Ant, cette ville, Esne. Ici aussi, comme vous le voyez, ce que nous avons vu tout à l'heure, ou aussi Ant, On, du site aujourd'hui, Hermopolis. Vous voyez aussi cette ville d'Andera, où naquit Isis, d'après la tradition. Si vous voyez aussi, ce nom désigne une ville appelée On, dans le nom de Tunis. Vous voyez ici, désigne ici la ville appelée On du Nord, la célèbre Héliopolis. Donc, On du Nord, On du Sud. Il dit aussi que l'ancêtre commun de ces Anou établis le long du Nil était Ani ou An, non déterminé par le bois, Khet, et qui, dès les plus anciens textes du livre des morts, est donné au dieu Osiris. J'espère que c'est très clair maintenant. Le dieu Ani a pour femme la déesse Annette, qui est aussi sa sœur comme Isis est la sœur d'Osiris. J'espère que c'est cela que Émile Amélino a dit ici. L'identité de ce dieu An avec Osiris a été démontrée par Plaide. En effet, rappelons que Osiris est aussi surnommé Anu, Osiris Ani. Le dieu Anu est tantôt représenté par le signe, vous voyez ce signe, tantôt par ce signe aussi. Les tribus Anouak actuelles du Haut-Nil sont-elles apparentées aux anciens Anou? C'est une question. Les recherches futures permettront de répondre à la question. Donc, voici les signes qui représentent le peuple Anou, ou les polices, comme le disait Émile Amélino tout à l'heure. Voici dans cet article intitulé Quelques grandes villes Héliopolis. Donc, vous voyez les caractères que nous disions tout à l'heure à Ounou. Donc, c'est ça le temple de Héliopolis, ou Aounou, ou On. Non et localisation. Donc, c'est
c'est des informations concernant la ville de Héliopolis. Il y a beaucoup d'informations. On a aussi ces informations publiées dans Wikipédia. Héliopolis, Égypte. Héliopolis, la ville du soleil ou la ville du dieu Hélios. Donc, comme vous le voyez ici, vous voyez l'obélisque. Donc, le nom Aouno est aussi revenu aussi ici. Donc, nom Égypte ancien, Aoun. Donc, vous voyez bel et bien ces caractères que nous disions tout à l'heure. Donc, que nous rappelait Cheikh Anta Diop, mais aussi Kalala Oumoudine et Émile Amelino. Effectivement, dans les paroles génomènes, Amelino a rassemblé les indices prouvant que les Hanous, habitants de la Haute-Égypte, à l'époque péridynastique, étaient des Africains venant du Sud. Parmi ces nombreux arguments, il avance que les palettes décorées trouvées dans les tombes de personnages de haut rang montrent que les Égyptiens dits au péridynastique connaissaient bien les Noirs et la grande faune d'Afrique. Ou le fait que les tombes de Héracompolis sont circulaires, rappelant les huttes de brassage trouvées en Afrique centrale. Donc l'ensemble de ces éléments lui permettent de conclure que la civilisation égyptienne, la plus ancienne au monde, est d'origine africaine négroïde. Maintenant, nous allons terminer avec l'ADN des Égyptiens de l'Antiquité. Prenons par exemple cet article. L'ADN des anciens Égyptiens. L'ADN montre également que les Égyptiens et leurs pharaons étaient des Noirs. En 2012, le laboratoire NDA Tribis rend public les résultats d'analyse de deux momies royales. En 2012, le laboratoire DNA Tribis rend public les résultats d'analyse de deux momies royales en particulier. Il s'agit d'Amenhotep III, dont le règne marque l'apogée absolue de l'Égypte sur les plans politiques, économiques et culturels. Amenhotep III, père d'Akhenaton, a consolidé les acquis de Djéhouti Messou Thoutmôsis III, réel fondateur de l'impérialisme égyptien du Moyen Empire. L'autre pharaon testé est le célèbre Toutankhamon. Il dit ici: les analyses de ces deux momies ainsi que sur des membres de leur famille ont prouvé que toutes les données archéologiques laissées à supposer jusqu'alors les Égyptiens anciens venaient des Grands Lacs et de l'Afrique australe. Donc, ça, nous avions déjà démontré cela depuis la première vidéo. Donc, comme vous le voyez toujours ici, voilà. Donc, il a parlé beaucoup de choses. Je vais vous laisser vous-même analyser les données. Mais je fais tout cela pour inciter la jeunesse africaine d'aller faire des recherches, se cultiver, de rejeter le monde de l'illusion et de faire face au monde réel avec courage. Responsabilité intellectuelle, comme l'a dit Cheikh Anta Diop, armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine. Parce que je constate que les connaissances, les documents sont aujourd'hui tous accessibles. Donc les étudiants, les professeurs ne doivent plus se contenter sur ces manuels scolaires expirés, manuels scolaires colonisés, mais ils doivent aller à la quête du savoir pour redonner à l'Afrique son vrai visage, son vrai image. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de mensonges, de l'illusion, de leurre, de manipulation. Donc, pour éviter tout cela, nous invitons les Africains à éviter la paresse et de se profiter de sa jeunesse dans le savoir, dans le travail, pour l'humanité, pour la bienveillance, mais aussi pour l'Afrique et leurs pays respectifs. La cosmogonie, la cosmologie ou bien la cosmovision sont des termes distincts qui se rapportent à des concepts différents,
bien qu'il ait des liens avec l'univers et l'origine du monde et la perception de la réalité. Alors voici comment les distinguer. La cosmogonie se réfère aux récits, mythes ou théories qui expliquent la création et l'origine de l'univers. Elle cherche à répondre à la question comment l'univers a-t-il été créé? Donc en décrivant les étapes de la genèse du monde. Exemple, le mythe d'Égypte, Égypte d'Héliopolis, qui est un exemple de cosmogonie car il explique la naissance de l'univers à partir du chaos primordial. La cosmologie, elle, est une branche de la physique qui étudie l'univers dans son ensemble, incluant son origine, son évolution, sa structure et son destin ultime. Elle utilise des observations, des modèles mathématiques et des simulations pour comprendre les grandes propriétés de l'univers. Exemple, on a aujourd'hui la théorie du Big Bang qui décrit l'expansion de l'univers à partir d'un état très dense et chaud. Est un concept de la cosmologie moderne. Alors, la cosmovision fait référence à la manière dont une personne ou une culture perçoit le monde, l'univers et sa place au sein de celle-ci. C'est une vision du monde influencée par des croyances, des valeurs, des traditions, des perspectives culturelles. En résumé, la cosmogonie explique l'origine de l'univers. La cosmologie étudie l'univers d'un point de vue scientifique et la cosmovision représente la vision du monde subjectif et culturellement influencé d'un individu ou d'une communauté. Les Égyptiens ont élaboré plusieurs théories pour expliquer tous ces phénomènes. La création de l'univers dont les plus connues sont les écoles d'Héliopolis, d'Hermopolis et de Memphis. Donc, comme vous le voyez ici, pour l'école d'Héliopolis ou le système héliopolitain de Dieu créateur et atome, dont le nom signifie le total, le complet, il serait sorti du Nun océan primordial et parvient à susciter sans l'intervention d'aucun principe féminin. La semence d'où sortira le premier couple divin, composé de Chou, qui personnifie l'air, le vide, et Tefnou, l'humidité en suspension dans l'air. De ce premier couple en dérive un second composé de Geb, Dieu de terre, et Nout, déesse du ciel. Le dieu Sou, s'interposant alors entre Geb et Nout, éleva le corps de la déesse ciel au-dessus de celui de Dieu terre et remplit dès lors son rôle d'atmosphère. Donc de Geb et Nout naquirent les dieux couples Osiris, Isis, Nephthys et Seth. Les Égyptiens désignaient ce collège divin sous le nom de l'Énéade Pessédit. Donc, vous voyez ici Pessédit, c'est-à-dire les 9 dieux primordiaux de la cosmogonie d'Aoun. Atum-Ra, Dieu, Chou, l'air, Tefnou, l'eau, Geb, le ciel, Anouté, la terre, Osiré, c'est-à-dire Osiris, et Aïsata, ou Isis, la mère fertile et bienveillance. Souté et Nabintu. Souté, c'est 7, Nabintu, c'est Nephthys. L'antimatière stérile et malfaisante. Donc, c'est ça, grosso modo, la représentation de la ville d'Héliopolis. Alors, la ville d'Hermopolis donc, met en avant l'idée que l'univers a émergé à partir d'un état de chaos primordial, représenté par les eaux du Nou, et que cette transformation a été déclenchée par l'œuf cosmique et la présence de Ra en son sein. Les aspects complémentaires des couples de l'aube d'or reflètent les forces fondamentales de la création qui ont convergé pour donner naissance à l'ordre cosmique. On a aussi la cosmogonie de Memphis, mettait en avant le pouvoir créateur de la parole de Ta, symbolisant la pensée, le langage et la parole en tant que force divine responsable de la création de l'univers.
Cette vision mettait en évidence l'aspect intellectuel et créatif de Ptah en tant que Dieu façonneur et penseur divin à Memphis. Retenez deux choses sur ces cosmogonies. À l'origine, un créateur, un océan primordial qui recouvrait tout et qui était appelé le Nun. Il y a un Dieu à l'origine des débuts, mais il est différent en fonction des époques et des régions. Ça, il faut le comprendre. Donc, les écoles sont complémentaires et pas contradictoires. C'est-à-dire, chaque région, chaque ville, avec la manière qu'ils définissent l'arrivée de l'univers, la naissance de l'univers, mais aussi le nom de Dieu selon lequel il est établi. La cosmogonie de l'Égypte antique était profondément enracinée dans la religion et la mythologie, formant une vision du monde qui influençait tous les aspects de la vie quotidienne. Elle était transmise à travers des mythes, des rites religieux et des pratiques funéraires aussi, façonnant la compréhension égyptienne de l'univers et de son rôle au sein de celle-ci. Pour la cosmologie et la cosmovision, les Égyptiens inventèrent des méthodes pour révéler ce qu'ils savaient sur Dieu. L'univers est le processus d'élévation de l'âme durant le temps, une manière d'enseigner à l'homme la réalité et le sens de la vie. Les prêtres organisèrent la transmission de leur peuple de leur connaissance sur Dieu dans les étapes qui marquaient les changements d'ère zodiacal sous la voûte étoilée. Raison pour laquelle vous voyez les 12 constellations sont représentées la plupart par des animaux, comme vous le voyez ici. Voilà, j'espère que vous voyez les 12 constellations. Des moments furent concernés à l'étude de la création de Dieu par l'univers, puis de la conscience humaine. Chaque phase de la révélation était mise en œuvre par un centre religieux construit le long de l'épine dorsale de l'Égypte, le Nil. Ces centres de transformation et de diffusion de l'énergie et de l'information au corps étaient appelés Saqqara. Il se développa dans 4 régions. Chacun de ces 4 centres était dédié à l'explication et l'enseignement d'une phase de la Genèse. Chacun était dédié à une période différente de l'existence de Dieu, avec des noms et des symboles différents. Donc, pour le premier centre religieux était appelé Héliopolis, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc, il s'appelait Héliopolis par les Grecs, puis érigé à Anu, qui était le nom de la ville du dieu Osiris, An, à l'époque péridynastique. Ce centre, donc, mais après l'époque péridynastique, son nom avait changé. Au lieu de An, c'était bel et bien Osiris. Ce centre était voué à la révélation des caractéristiques, des qualités et de la raison d'être d'un Dieu absolu. Cause première de toute chose que les Égyptiens appelaient Atum Ra, l'unité homogène statique qui préexistait avant toute chose. Pour comprendre cela, revoyons le livre au royaume d'Égypte, le terme des rois, Keller l'Alouette. Il a dit ceci. Il a dit ici à la page 87, Atum dit, j'étais solitaire dans le Nun et inerte. Je ne trouvais pas d'endroit où je puisse me tenir debout. Je ne trouvais pas de lieu où je puisse m'asseoir. La ville d'Héliopolis où je devais résider n'était pas encore fondée. Le trône sur lequel je devais m'asseoir n'était pas encore formé. Je n'avais pas encore créé Nut au-dessus de moi. La première corporation de Dieu n'avait pas encore été mise au monde. L'énéade des dieux primordiaux n'existait pas. Il était encore à moi. Je flottais absolument inerte. J'ai amené mon corps à l'existence grâce à mon pouvoir magique. Je me suis créé moi-même. Je me suis constitué ainsi que je le souhaitais selon mon désir. Je suis l'Éternel. Je suis Ré, qui est sorti du Nun. Je suis le maître de la lumière.
Je suis Khépri le matin, Ré le à midi et Amon le soir. Donc, vous voyez ce qu'a dit Keller l'Alouette au royaume d'Égypte à la page 87. Le deuxième centre religieux fut l'école de Memphis. Donc, Memphis fut établi durant l'ère dynastique. Donc, les écoles changent selon les époques et les enseignements aussi changent selon les écoles, selon les époques. Il était déjà à la révélation d'un autre moment de l'existence de Dieu, lorsqu'il met l'univers, les planètes et le soleil en mouvement. Lorsqu'il met sa volonté en action et créa la matière, cette dimension créatrice de Dieu était appelée Ta. Le troisième centre religieux fut créé à Hermopolis. Il était dédié à Thoth, le dieu Thoth. Il faut retenir ces noms. C'est le nom que les Égyptiens donnaient au Dieu unique lorsqu'il multiplia la création sur la terre en diversifiant la nature, les plantes et les animaux. Donc, comme vous le voyez ici, le troisième centre religieux. Le troisième centre religieux fut créé à Hermopolis. Il était dédié à Thoth. C'est le nom que les Égyptiens donnaient au Dieu unique lorsqu'il multiplia les créations sur la terre en diversifiant la nature, les plantes, mais aussi les animaux. On a aussi le quatrième centre religieux qui fut érigé à Thébas durant l'Ancien Empire. Ce centre était voué à la révélation des caractéristiques, des qualités et de la raison d'être de Dieu. Lorsqu'il créa la conscience de l'homme en son image, les Égyptiens l'appelaient Amon-Ra. C'est dans les centres ou temples qu'était concentré le savoir, le pouvoir, la richesse matérielle et spirituelle de l'Égypte antique. C'est sur eux que reposait l'organisation de la civilisation égyptienne. Vous avez toujours entendu le Doris, qui était le symbole mystérieux de cette caste organisée de prêtres qui a présidé aux destinées de l'Égypte durant toutes ces milliers d'années, dans l'ombre des pharaons. Le deuxième personnage de l'État, si on peut dire comme ça. Le Doris est la conscience immortelle qui sait tout, qui voit tout, l'omniscient, l'omnipotent, mais aussi l'omniprésent. Donc les prêtres, pendant leur sagesse, se voyaient comme des observateurs et des guides dans le processus d'élévation vers la lumière. C'est pourquoi leur symbole fut l'œil d'Horus, l'œil qui voit tout. Donc la cosmovision de l'Égypte antique. Donc la cosmovision de l'Égypte antique était profondément enracinée dans une compréhension spirituelle et mythologique de l'univers. Elle englobait des croyances religieuses, des pratiques rituelles et une vision du monde qui dictait les interactions humaines, des relations avec les dieux et la lumière, la manière dont les Égyptiens percevaient leur place dans l'univers. Bref, nous n'allons pas entrer dans tous les détails de cette civilisation égyptienne, mais retenez que cette civilisation sophistique, intellectuelle, scientifique, philosophique, spirituelle, mathématique, entre autres, était la toute première civilisation mondiale de l'humanité. Et cette civilisation était bel et bien noire, africaine. Quel enseignement tire-t-on de cette cosmogonie? Pour comprendre le sens de la mythologie égyptienne, revenons sur la cosmogonie de l'Héliopolis, la plus ancienne cosmogonie égyptienne. Cette cosmogonie nous enseigne l'astronomie, nous enseigne la physique, la géographie, la science de la vie et de la terre, la morale et les valeurs, mais aussi la généalogie de l'homme, prouvée par la science aujourd'hui. Nous allons expliquer tout cela en détail. D'abord sur le plan astronomique.
Quand on dit Chou, Tefnu, Geb et Nut forment les 4 éléments primordiaux. Donc, par jalousie pour leur union permanente, Chou sépare Nut et Geb pour une durée de 360 jours. Mais par la suite, habilement, Nutu réussit à gagner le corps de Geb contre Tot, le dieu du temps, 5 jours supplémentaires. C'est grâce à ces 5 jours que le calendrier passe de 360 jours à 365 jours. Est-ce coïncidence? Ou bien les Égyptiens connaissaient déjà les 360, le décalage temporaire? Elle profite de ces 5 jours supplémentaires pour s'unir à Geb. Donc, les Égyptiens avaient leur calendrier qui correspond au nôtre aujourd'hui. De cette union vont naître Osiris, Seth, Isis et Nephthys. Certaines visions de la légende disent qu'elle enfanta Horus l'Ancien, à ne pas confondre avec Horus fils d'Osiris et d'Isis, le 5e jour. Donc Horus Ancien est le 5e jour, qui correspond aux 5 jours supplémentaires. Donc vous voyez, on remarque aussi l'humanité et la vie après la mort. Osiris est considéré comme le dieu civilisateur, inventeur de l'agriculture et de la religion. Son règne est bienfaisant. Son frère cadet Seth organise son assassinat et il meurt noyé dans le Nil. Son corps est démembré. Malgré tout, il retrouve la vie par la puissance magique de sa sœur Isis. À partir d'Osiris lui veut de gagner le monde de l'au-delà, dont il devient le souverain et le juge suprême. Donc ça, si vous regardez l'hymne à Osiris du Nouvel Empire, vous le verrez. Comme il l'a dit ici, Osiris établit solidement l'ordre dans toute l'Égypte. Il place le fils sur le trône de son père, loué à son père Geb, aimé de sa mère Nut, héritier de Geb pour la royauté du double pays. Comme celui-ci a vu sa perfection, il a ordonné qu'il guide le pays pour une heureuse réussite. Hymne à Osiris du Nouvel Empire, Stèle, C286 du Louvre. Osiris est aidé par sa femme Isis, mais sa femme Isis avait été aidée par d'autres dieux, notamment Nephthys. Donc l'humanité et la solidarité familiale. C'est cela que ça nous enseigne encore de plus. Mais aussi toute personne n'est que responsable de ses actes, car il y a une autre vie qui dépend de sa vie ici après la mort. Si la personne était un faiseur du bien ou du mal, il sera jugé selon ses actes. Ça aussi, on peut le comprendre sur cette mythologie. Dans le mythe, Seth est le dieu de la confusion, du désordre et de la perturbation. Sa représentation avec sa tête renvoie à des concepts négatifs. Comme autoritarisme, fureur, cruauté, crise, tumulte, désastre, souffrance, maladie, orage, etc. Selon la vision égyptienne, les forces destructrices sont en lutte perpétuelle contre les forces positives. Comme aujourd'hui nous le voyons, aujourd'hui la paix est menacée par des violences, par l'obscurantisme, par, disons, Satan, etc. Et cela s'oppose à son frère Osiris, symbole de la terre, fertile et nourricière de résurrection. Dans les textes des pyramides, notamment Seth et l'éternel rival d'Horus aussi, au cours d'une lutte, par exemple, il arrache l'œil de son adversaire qui en retour le blesse au testicule. L'antagonisme des deux dieux renvoie à la double nature de Pharaon qui unit et à sa personne ces deux forces contraires mais aussi complémentaires. On peut tirer ici l'enseignement de la politique et de la fonction d'un État. L'État est parfois froid, mais l'État aussi est parfois monstre. Donc on dit l'État est un monstre froid.
Donc ça aussi, c'est un enseignement que cette école et d'Héliopolis nous enseigne aujourd'hui, et toujours nous le vivons. Si Horus est le dieu de l'ordre pharaonique, la puissance irraisonnée de Seth participe à la symbolique royale en tant qu'image de la force violente et déchaînée que le roi déploie contre ses ennemis. Protecteur de Ré, Seth participe donc à la bonne marche du monde. Parfois, il est nécessaire aussi d'utiliser la violence. C'est ça que aussi l'ENR nous enseigne encore. Ce n'est que progressivement dans le temps que l'image de Seth se ternit durablement. Les raisons peut-être en réaction aux prises de contrôle successives de plusieurs peuples étrangers sur le royaume d'Égypte. Seth, associé aux puissances étrangères, devient l'agent maléfique de la perte du pays. Beaucoup d'égyptologues considèrent Seth comme un étranger, donc un blanc. Comme nous le voyons ici. Comme ici dans l'histoire générale de l'Afrique, à la tombe chapitre 1, origine des anciens Égyptiens de chez Anta Diop, à la page 63, il dit ici, enfin, noir ou nègre est l'épithète divine qui qualifie invariablement les principaux dieux bienfaiteurs d'Égypte, tandis que les esprits maléfiques ont pour épithète désert, rouge, et nous savons que dans l'esprit des Africains, ce terme désigne les nations blanches. Il est à peu près certain a été ainsi en Égypte. Il précise ici, en revanche, certes, le désert stérile a pour épithète désert l'eau rouge. Donc, Seth est considéré comme un étranger, comme un personnage qui n'est pas noir, mais rouge ou blanc. Donc, vous voyez comment les égyptologues représentaient Seth. Dans cette revue de l'histoire des religions aussi, on a ici Seth, Osiris et l'ethnographie de Hugo Blanchy. Il a dit ici que par ailleurs, Seth est typiquement menteur et trompeur, voleur et indigne de toute confiance, plein de sottises, mais insistant et coriace comme le triste. Mais nous voulons insister avant tout sur le caractère étranger de Seth. Donc vous voyez ici, donc Seth est un étranger. Pendant toute l'histoire égyptienne, Seth est un dieu étranger. Donc cela aussi confirme que Seth n'est pas africain. Donc Seth est un envahisseur. Donc les mythes relatifs à Seth le dépeignent alors comme ambitieux, comploteur, manipulateur, se concentrant sur l'assassinat de son frère Osiris. Il est progressivement confondu avec Apophis, le serpent du chaos, malgré l'ancienne tradition selon laquelle il le combattait au nom de Ré. Pour que l'harmonie puisse advenir, Seth et Horus doivent être en paix, départagés. Une fois vaincu cette forme avec Horus, un couple pacifié, gag de la bonne marche du monde. Donc, comme vous le voyez ici, l'image, comme ici, Seth et Horus couronnant Ramsès II. Donc, Seth et Horus vont se fusionner pour être le Ramsès II. Unis, les deux divinités symbolisent la fonction royale. Donc, les rois sont parfois bons, parfois aussi curieux. Dès la première dynastie, le pharaon régnant est un Horus VII et la reine, à partir du règne de Khéops, est celle qui voit Horus VII. Dans ce même récit, c'est une allégorie qui nous enseigne aussi la géographie. Le pharaon Horus VII signifie l'unification de la basse et de haute Égypte sous le terme des deux terres, qui est plus qu'un processus historique ponctuel. Donc, il s'agit avant tout de concilier d'une manière cyclique et renouveler les deux pôles opposés de la création
a un nom mortel, le pharaon. Parce que dans l'histoire, on a appris que l'Égypte, c'est-à-dire la Haute-Égypte et la Moyenne-Égypte, se combattaient régulièrement. C'est la renaissance pour tous les défunts égyptiens. Dans ce processus, il s'appuyait sur la math, un concept central dans la spiritualité et la cosmologie de l'Égypte antique. Elle représente l'ordre, l'harmonie, l'équilibre, la justice et la vérité. La math était non seulement une thèse, mais aussi un principe fondamental qui régissait l'univers, la société et la vie quotidienne des anciens Égyptiens. La cosmogonie égyptienne, au-delà de sa dimension mythologique, renferme une profonde connaissance des sciences naturelles, de la morale, de la vie et de la terre. C'est cette science de la vie et de la terre que nous allons voir maintenant. Nous avions déjà expliqué certains propos ou bien utilisé un ouvrage de Plutarque dans les premières parties. Plutarque, dans ses écrits, mentionne Wassa ou Osiris comme une représentation symbolique du Nil. Le terme Wassa signifia dispersé ou éparpillé. Wassa, on peut, par exemple, en Wolof, Wassare, même en Sérère aussi, Tassare, évoque la manière dont le Nil se ramifie à travers différentes régions d'Égypte. Cette racine se retrouve dans plusieurs langues africaines. Comme je l'ai dit, Wassare en Sérère, Wassi même en Sérère, Wassi c'est-à-dire laisser, Wassi Kene Ofia, laisser ce que tu fais. Wassare en Wolof, ce qui se dispersait, Wassare le Mokomi, disperser les céréales, etc. Cette antagoniste d'Osiris incarne symboliquement la mer Méditerranée, c'est-à-dire l'eau salée. Son opposition à Osiris, figure de l'eau douce, traduit une vérité géographique. Le Nil, fleuve nourricière, se jette et meurt dans la mer Méditerranée. Donc vous voyez bien, ainsi la mort d'Osiris par cette peut être interprétée comme la disparition de l'eau douce dans l'océan salé. Donc il faut comprendre ainsi les mythologies de l'Égypte antique et pas comme ce qu'on a l'habitude d'entendre chez certains afro-descendants ou bien certains afrocentristes qui expliquent les choses de manière très condensée et de manière très particularisée et parfois personnalisée. Isis, épouse d'Osiris, représente quant à elle la terre noire fertile d'Égypte. Le passage du Nil à travers cette terre symbolise la fécondation de la nature, donnant naissance à Horus, incarnation de la végétation. Le nom Horus trouve un écho dans la langue soninké, où Aari signifie Dieu, soulignant le caractère sacré de la végétation et de la régénération. Mais aussi Nephthys, selon Plutarque, représente l'extrémité de l'Égypte, la frontière, peut-être le désert ou même les limites de la fertilité. Cette symbolique égyptienne est profondément enracinée dans l'environnement africain et résonne aussi dans les langues et cultures subsahariennes, par exemple. Comme ici, Are en Poul, Poulard, qui signifie bataille, Hare, Minjihine Hare, on était parti en guerre, rappelant Horus le combattant, le dieu des luttes et des victoires. Donc vous voyez bien, Osiris, que Plutarque associe à une signification de multiples yeux ou à l'abondance, peut être vu comme un symbole de prospérité, de fertilité et de sagesse omnivoyante. Pour finir, j'ai remarqué autre chose très pertinente dans la cosmogonie égyptienne, les valeurs humaines et morales. Depuis le chaos primordial, nous voyons que des couples et pas l'adultère, parce que ici, présentement, on n'a vu que des couples. Donc, sauf l'exception peut-être de cette qu'on parle, mais la sexualité est sacrée selon les anciens Égyptiens. Donc, il nous enseigne ici la vélénie de la fornication, de la perversion, de l'adultère, du désordre social, des vices, etc. Pour comprendre cela,
Reprenons ici le livre de Roland Catel, Descriptage de la religion de l'Égypte ancienne. La confession dit récitant au chapitre 125 refuse toute activité sexuelle amorale. Je n'ai pas forniqué. Je suis pur. Je suis pur. Je suis pur. Je n'ai pas dit de mensonge. Je n'ai pas commis l'adultère. Je n'ai pas couché avec des hommes. Je ne me suis pas mis en colère pour une cause injuste. Je n'ai débauché la femme de personne. Je n'ai terrorisé personne. Je n'ai pas formé mes oreilles aux paroles de vérité. Donc, Roland Catel, il a décryptage de la religion de l'Égypte ancienne à la page 71-72. Cette image, je l'ai trouvée par hasard sur YouTube dans une chaîne qui expliquait les connivences et aussi les rapports qui existent aujourd'hui entre la cosmogonie égyptienne et aussi la manière, le processus de spermatozoïde que nous connaissons aujourd'hui. Et bon, il a bien donné des détails, mais moi je ne vais pas entrer dans tous ces détails. Vous pouvez taper, j'espère que la cosmogonie égyptienne, hein, il a expliqué cela là-bas, de Héliopolis. Donc, à travers ces figures mythologiques, ce que je sais est que les anciens Égyptiens enseignaient de manière allégorique les cycles de la nature, les forces de l'eau, de la terre et de la végétation. Derrière les récits d'Osiris, Isis, Seth et Horus, ils transmettaient une véritable science de la vie et de la terre, mêlant spiritualité, observation du monde naturel, mais aussi et continuité culturelle avec le reste du continent africain. Le monde est issu du chaos, structuré par une force divine créatrice. On peut retenir cela dans ce processus. On peut retenir aussi que l'univers repose sur un ordre cosmique qui est la maths, que les dieux et les hommes doivent entretenir. Le divin est imminent et transcendant, et la parole, qui est le verbe, est un pouvoir créateur. Ça aussi, on peut le retenir sur cette cosmogonie. Donc, cette cosmogonie nous a enseigné beaucoup de choses que nous allons analyser plus. Moi, ce que j'ai fait, c'est juste des remarques. Ces remarques, je les puisais aussi dans les ouvrages et les conférences de. C'est pas quelque chose que j'ai inventé. J'ai eu quand même mes propres analyses sur ça et je l'ai déjà expliqué. Mais il y a des termes que j'ai appris avec, comment dirais-je, je veux dire Pierre Nilon et autres. Hein. Donc, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, que j'ai analysé tout le temps. Je dis que cela nécessite même un livre, cette cosmogonie d'Héliopolis, qui renferme, qui réunit beaucoup d'enseignements même. Donc, c'est très intéressant, mais il faut éviter, comme ce que je dis toujours, de personnaliser cette cosmogonie et essayer de le prendre comme une arme de guerre pour critiquer les Occidentaux, en fait, pour dire que oui, c'est un blanc, les envahisseurs, etc., etc. Donc, ça aussi, c'est un enseignement dedans, mais il y a d'autres enseignements, comme nous l'avons expliqué, à l'intérieur, d'autres beaucoup plus importants. Donc, je vais terminer avec ce que j'avais déjà commencé. Chère jeunesse, il faut faire des recherches, il faut rechercher, il ne faut pas être paresseux, il faut trouver des réponses sur ce que vous voyez ici dans le monde. Et il faut aussi apprendre l'histoire. C'est très intéressant pour nous tous, pour notre civilisation, pour aussi notre culture. Parce que l'Égypte antique, c'est notre civilisation. On doit le connaître, on doit le faire savoir. Nos amis, nos pères, nos mamans qui n'ont pas fait l'école, qui n'ont pas eu le temps de revisiter tout cela, nos enfants, nos petits-enfants. Donc, il faut tout un chacun faire quelque chose pour laisser au moins des traces pour que
chacun de ses petits-enfants essaye d'apprendre ce qui était la civilisation égyptienne, qu'est-ce qui était l'Afrique noire dans l'Antiquité, etc., etc. Donc, je vous donne rendez-vous dans les semaines prochaines. Parce que cette vidéo, je l'ai fait précipitamment, c'est pourquoi je n'ai pas eu le temps d'analyser, de détailler mes propos. Mais je pense que cela suffit pour comprendre l'essentiel aussi. Parce que je n'ai pas eu le temps depuis quelque temps. D'ailleurs, raison pour laquelle ça fait très longtemps que je n'ai pas encore posté une autre vidéo. Donc, les vidéos, je les fais par passion. Je ne cherche pas de vie, je ne cherche pas euh, autre chose quiconque, mais je les fais par passion. Je les fais aussi pour partager un peu mes connaissances, ainsi de suite. Donc, je vous dis merci, à la prochaine.